avant de commencer notre exposé, on est deux, comme vous voyez, je tiens absolument à remercier le groupe EDIP, particulièrement en ordre de vécu, mon ami Folia, Delia Cohen et Serge Sabinus de m'avoir suggéré d'abord la lecture de ce texte et le plaisir que j'ai de vous accueillir dans ce lieu, pas l'hôtel, qui est le lieu de ma naissance, de toute une histoire de ma famille maternelle, mais surtout, je tiens à le dire, car Faulkner a été introduit, été traduit, pas par n'importe qui, d'abord en 1922, les nouvelles, par une idée de Léonie Ginsburg, qui est en plein naissance du vingtennat fasciste, crée une idée extraordinaire de la philologie autant que résistance. Donc, au Piémont, notamment à Turin, Léonie Ginsburg demande à toutes les personnes qui l'entouraient, donc à Massimo Mila, à Cesare Pavese, de penser à autre langue, que ce soit des langues à niveau musical, que ce soit des langues à niveau d'écriture. Et Cesare Pavese, qui avait terminé ses études d'anglais, dans une thèse de littérature anglaise, fera sa proposition de traduction. C'est lui qu'on doit peut-être la plus belle traduction en langue étrangère de Moby Dick et les nouvelles de Faulkner. Donc, c'est une posture, celle de la philologie autant que résistance, qui m'est chère, autant plus que j'ai eu cette chance inouïe d'étudier l'histoire avec son fils, Carlo Ginzburg, et son cousin, Giovanni Levi. Donc, je suis extrêmement heureuse de vous accueillir à travers toutes ces formes de dire et du récit en plusieurs langues. Donc, notre intervention s'est faite avec le plaisir de mon ami et collègue médecin, Enrico Finali, qui est le responsable du service de maternité et gynécologie de l'hôpital de l'UNICEF, ici, à Verbagne. Et ça me semblait juste, dans un texte où on a un tel souci et une telle question d'engendrement, avoir avec nous une personne qui parle à niveau clinique parallèlement à notre expérience de psychanalyste de naissance. Donc, je vais d'abord introduire de mon côté deux parties. Je voudrais revenir d'abord sur le texte biblique et ma posture est celle de lire le texte biblique et le partager avec vous, mais aussi le texte de Faulkner comme deux grandes langues midrashim. Le texte midrashique n'est pas forcément le texte religieux, c'est l'esprit midrashique qui compte. Le midrash fonctionne généralement comme un rêve, donc comme une écriture en état hallucinatoire. Et ça nous renvoie à l'apprentissage du langage de la parole. Revenons au texte des livres de rois, deuxième livre de rois. Donc, on est dans un texte qui n'est pas thoratique, mais à part. Ce qu'il y a sur le devant de la scène, c'est évidemment le viol de Tamar, fait par son demi-frère, en sachant que la première épouse de David, fille de Saoul, ne peut pas engendrer. Elle est stérile parce qu'elle a ri de David, que
à son dire, danser comme un enfant devant l'Arche sainte. Donc, David, comme le coutume aussi de l'époque voulait, a eu plusieurs concubines, donc plusieurs enfants. Dans la tradition talmudique, ce qui compte sont les toldot, qui engendre qui. C'est-à-dire une succession de noms qu'on ne doit pas perdre, une mémoire du nom. Sur le devant de la scène, je répète, il y a le viol de Tamara et il y a cette réaction d'Absalom d'une satisfaction d'avoir vengé le violeur, son demi-frère aussi, de sa sœur Tamara. Incompréhensible à premier avis, la réaction de David, c'est-à-dire il envoie son fils en exil, en Syrie. Si on regarde ça, on voit un long récit avec des énormes impulsions de vie, de mort, de vengeance. Je propose de lire ce premier midrash sur 2 lignes, c'est-à-dire sur l'exil d'Absalom. Absalom n'a pas eu de succession. Absalom se fait construire, et les questions qu'il soulève, se fait construire un monument à Absalom, tel est le nom inscrit sur la pierre. Et l'autre ligne du texte, c'est à la fin, c'est-à-dire les troupes de David gagnent. David ne veut pas que son fils soit tué, mais on le confonde et on le tue. Le général de David, devant le chagrin du roi, ne comprend pas pourquoi David se déchire le vêtement comme la tradition veut, ce cosparge de tête de cendre, et ne s'approche pas aux portes de la ville, là où la foule l'acclame. Le général lui demande « Qu'est-ce que tu es étrange? Tu pleures une personne qui t'y haït et tu n'oses pas aller vers les gens qui t'aiment. Comment tu fonctionnes, David ?» Je propose de regarder les questions que ces 2 lignes midrashiques soulèvent. À mon voir, Absalom décide, puisque le père l'envoie en exil de parole, de se détacher d'une ascendance. Qui est roi? Pose comme question le texte. C'est la même question qui se pose Enrico dans son texte clinique, qui sera soutenu pour ce livre extraordinaire, L'éclat de jouissance de Léopold Lévy. Qui est roi dans un engendrement? Dans la tradition biblique, le roi d'Israël ne possède pas de terre. Selon Shoftim, c'est-à-dire la paracha des juges, le roi, ce n'est qu'un copiste, c'est-à-dire celui qui ne doit pas perdre une seule lettre. Il y a un vide dans la tradition biblique et talmudique pour le roi. Ça, c'est valable pour tout le droit oriental ancien, comme aussi pour le droit romain. Les rois possédaient la terre. Les engendrements à l'aîné, le passage d'aînesse, est lié aussi à la possession de la terre. Pas pour les rois bibliques. Ce vide permet, selon la tradition talmudique, la création de la parole. C'est la raison pour laquelle, peut-être, Absalom est envoyé en exil. Pas n'importe où. Dans une terre externe au mur de Jérusalem,
c'est-à-dire tout ce qui est hors mur de Jérusalem dans le texte talmudique, est déjà à l'exil, mais beaucoup plus loin, dans une terre où on parle une autre langue. On reparle la langue du père d'Abraham. Absalom se détache de son ascendance en se faisant construire un monument. Qu'est-ce qui se passe si on s'écarte, si on se disloque de ses ancêtres à niveau linguistique? Comme on parle, c'est pas possible peut-être que la dislocation des ancêtres engendre une dislocation linguistique. Qu'est-ce qu'on retrouve, qu'est-ce que, pas ajoute, qu'est-ce que développe, à mon avis, à ma lecture, le texte, le Midrash de Faulkner? D'abord, Absalom, il a une répétition. C'est vrai que c'est le cri de David, en sachant qu'il a perdu une partie de sa descendance. C'est quelque chose qui est impensable et anormal dans l'histoire parentale. Parce que les parents n'enterrent pas ses enfants. Normalement, au moins dans la tête des gens, ça n'arrive jamais. Qu'est-ce qui se passe chez Faulkner? Ce qui m'a intéressé dans ce texte sont au moins deux questions. D'abord, la posture de l'enfant donc du protagoniste principal, à quelle place il est mis par son père. Il est à la place de quelqu'un qui porte la parole d'un message. C'est pas tout à fait, psychiquement parlant, c'est pas tout à fait la place d'un enfant. Porter un secret d'un message. C'est un enfant qui se trouve devant un grand orifice, une grande porte rêvée, blanche. Et on lui dit de passer à entendre quelque chose d'un petit orifice. Comment on se construit autant qu'enfant, autant que sujet, en sachant qu'on ne peut pas parler la langue, ou faire parler la langue de ses ancêtres. Les esclaves, ce n'est pas l'exil. Pas l'exil. Dans l'esclavage, les ancêtres ne sont pas en exil. Qui vivent en exil, c'est que c'est extrêmement difficile pouvoir retourner sur la tombe de ses ancêtres, qui est essentiel. Quelquefois, c'est impossible, pour des raisons multiples. Quelquefois, on n'a même pas des ancêtres à quoi faire référence. Comment on apprend à parler? Quand on est complètement coupé, les ancêtres ont été massacrés dans la mémoire. Et quand on doit apprendre à parler la langue du maître, en sachant que dans les nouveaux engendrements, il y aura une parcelle du maître. Quelle guerre se livrent-ils les ancêtres? Parce que dans mon expérience clinique, ça joue beaucoup apprendre à parler quand on peut nommer des ancêtres. L'expérience des enfants de la nuit parle de ça. Comment se construire? Comment? Et je pense que c'est peut-être la position psychique d'une scène. C'est-à-dire, il est vraiment à la place de qui, ce personnage enfant, qui arrive devant cette grande propriété terrière, ceux qui possèdent la terre,
ceux pour qui chaque ancêtre est enterré à sa place pendant des générations, soi-disant éduqués blancs. C'est pas si blanc que ça, aucune langue est blanche. Il faut surtout pas parler blanc, parce que si on parle blanc, on est mort. Mais dans le fantasme linguistique, on doit parler blanc. C'est un mythe. La question est qui est cet enfant? Comment il se positionne? C'est à la place de qui? C'est un enfant ancêtre, parce que les enfants de la nuit sont des enfants ancêtres. Ils ne peuvent pas faire référence à leur ancêtre. C'est très rare connaître les noms de ses ancêtres quand tout le monde a été englouti. C'est ce qui se passe aussi pour les descendants, au moins la première, mais la deuxième, la troisième, la quatrième génération d'esclaves. L'esclave, c'est celui qui ne peut pas nommer ses ancêtres, ne peut pas nommer ses ancêtres. L'enfant obscène, c'est lui, c'est un enfant qui est enfant ancêtre et porte en lui peut-être le message dont on ne connaît pas, une lettre dans la double forme, dans la forme papier, mais dans la forme des lettres alphabétiques. On peut se poser la question, le tout n'est pas de devenir un roi. Parce que si on devient un roi de la parole, ça se passe, je crains bien, ce qui se passe dans ce terrible roman, où il y a un niveau de violence inouï de la parole, comme il apprend à parler, ce jeune enfant. Les enfants de la nuit parlent et apprend à parler sur une violence extrême, parce qu'il y a un vide incommensurable, mais il y a une vie avant. Alors je ne sais pas, parce que je n'ai pas cette expérience, comment se débrouillent les descendants d'esclaves, sans savoir comment c'était, s'il y avait une vie avant, comment il a faut parler. Ça, je ne sais pas. Dans le texte, ce qui nous apprend, au moins la posture talmudique, c'est pas seulement avoir une succession de noms. L'engendrement pose la question de la mémoire du nom, que ce n'est pas une répétition anodine. C'est l'histoire de l'autre qu'on doit se rappeler, même pas entièrement, même en se disant, entre une génération et une autre, il y a eu une histoire. Je me rappelle de l'histoire. C'est un fameux midrash. On ne se rappelle plus de rien, on se rappelle qu'il y a eu une histoire. Or, entre une génération et l'autre, c'est ça que nous apprend, au moins, ce texte extraordinaire que c'est les contrebandiers de la mémoire de Jacques Assoun. Il faut des passeurs. Le passeur ne peut pas être un roi. Le passeur doit accepter d'être presque anonyme, d'avoir fait son boulot entre une génération et l'autre. Dans le texte de Faulkner, aucun travail est fait. Ce sont des postures de demande de roi, de royaume. Et peut-être c'est pour ça que la langue est si violente à ce niveau. Il n'y a pas, à mon avis, je me suis posé la question, où étaient les passeurs? Je n'ai pas entendu de passeur. Parce qu'un passeur doit pouvoir travailler sa propre parole pour faire place à la parole de génération à venir, sans en perdre trop, sans trop faire,
sans perdre trop. Jacques Assoun donne ouvre une porte là-dedans. Il dit, pour faire passer quelque chose, créer des jeux de mots. Une prescription sans limite. Il écrit ça dans son texte. Il n'y a pas l'intérêt, c'est-à-dire la question de cette langue qui crée Faulkner. Il a créé une langue. Il a créé une langue sans passeur. De là, tout ce qu'engendre comme posture de différents sujets. Voilà. Donc, moi, je m'arrête là pour l'instant, parce que je voudrais qu'on partage l'expérience du docteur Finale sur ce sujet, c'est-à-dire dans un cas d'engendrement pour une femme de 40 ans qu'on appellera Anne. C'est pas moi, c'est Eric qui a choisi ce prénom si beau, mais qui entraîne une grande histoire, parce que peu importe. Voir comme Anne, qui a 40 ans, qui décide avec son compagnon d'avoir son premier enfant. Anne, c'est un sujet anorexique. Elle accouche en pesant 38 kilos. Et avec cette présence de langue entre sa propre mère à elle, en prévision de l'enfant, avec j'efforce les mots, disons plutôt, non, pas une exclusion, une mise à l'écart de la parole du père de l'enfant. Donc, je laisse Enrico, ti lascio annunciare et spiegare. Et pour ceux qui ne peuvent pas tout saisir dans la langue, je suis là pour traduire. Pas faire la simultanée, sinon ça distrait tout, à mon avis. Mais quand vous avez besoin, je traduirai. Enrico, toi. Ok.